Mesdames et messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Quelle lecture des grands faits d'actualité, des grands faits politiques face à la Constitution de la République démocratique du Congo? Kojo Ndoukouma, il est avocat, analyste politique en République démocratique du Congo. C'est avec lui qu'on va aborder cet exercice scientifique, pour moi un exercice politique, d'interpréter ces grands faits politiques face à la Constitution. Il est déjà avec moi sur ce plateau. Maître Kojo Ndoukouma, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir pensé à nous. Alors, il y a beaucoup de questions. Avant qu'on aborde les vifs du sujet, c'est pas que ça court les rues. Ce sont les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, des sanctions contre des autorités congolaises. Il y a une première question qui me vient en tête. Pourquoi directement on sanctionne des autorités militaires au lieu de cibler des autorités politiques qui ont la responsabilité première sur la chose politique? Apparemment, cela procède d'une volonté de dégarnir tout le système de défense d'un pays pour assurer les attributs de sa souveraineté. Et je pense que, comme eux-mêmes le disent, l'intelligence de ces sanctions est une intelligence ciblée. Mais je pense que cette émission va confronter les faits politiques avec le droit. La question se pose de savoir si sur le principe purement juridique, il n'y a pas violation des droits fondamentaux dans le fait de sanctionner des personnes qui jouissent d'une présomption d'innocence, qui n'ont pas bénéficié du principe de contradictoire, et des personnes à qui on dépouille leurs droits fondamentaux économiques, parce que les gels des avoirs a cet effet. Nous le disons si bien parce qu'en Europe même, il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, l'arrêt Cadiz, qui est célèbre, du 3 septembre 2008, qui a refusé d'appliquer une mesure de Nations Unies listant ou blacklistant des sujets européens sans les avoir entendus pour des questions de terrorisme. Au préalable. Et donc, les motivations invoquées sont celles-là. Et puis, ce sont des mesures administratives. Et nous savons qu'on ne peut déroger sur les droits fondamentaux que dans le cadre d'une décision de justice avec toutes les garanties de respect des droits de la défense. Des amis juristes tout aussi brillants me diront que là, on est sur des questions administratives et qu'on n'est pas. Non, c'est les droits fondamentaux. Et nous avons avec nous ici la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies qui va dans ce sens-là. Et puis, à part cela, nous avons la Charte des Nations Unies qui démontre que les États sont égaux entre eux et qu'ils ne peuvent pas, certains États ne peuvent pas, je ne parle pas de l'ingérence parce que ça c'est trop glissant, les États ne peuvent pas enfreindre la souveraineté interne des autres États sur des questions qui les concernent au niveau interne. Et ça ne reste pas théorique. Tout le monde le dit, la Charte des Nations Unies le dit aussi clairement. Mais là-bas, on est face à un point, nos autorités sont sanctionnées. Oui, là on va prendre à la fois le principe des sanctions européennes et des sanctions américaines. Les sanctions européennes ont été envisagées. Un droit reste une faculté tant qu'on ne l'a pas exercé ou tant qu'on ne l'a pas invoqué. C'est pour cela que, par exemple, pour la question de l'Union européenne, quand on lit leur communiqué qui a été sorti il y a quelques jours sur la situation de la RDC concernant la réunion qui s'est tenue à Luxembourg de la Commission des relations extérieures de l'Union européenne, on se rend compte qu'ils se sont réservés d'aller dans l'arbitraire parce qu'ils évoquent les enquêtes de la CPI, qui est une justice internationale, et ils ont fait un rétropédalage quant au nom qui était déjà ciblé dans les coulisses de cette réunion de l'Union européenne. Et puis, en parlant justement de la faculté d'évoquer de recours, il y a l'accord de partenariat ACP-UE qui a été signé à Cotonou le 23 juin 2000 et qui a été révisé à Luxembourg le 25 juin 2005. Cet accord qui nous lie dans le partenariat horizontal avec l'Union européenne dit en son article 96 qu'une procédure de consultation doit être engagée lorsque, pour des questions de droits humains
des questions d'état de droit et de démocratie, il y a des mesures appropriées qui doivent être prises contre un membre de ACP-UE. Donc voilà, les faits politiques confrontés au droit, il faut connaître pour bien agir. Alors, je vais vous poser cette deuxième question, toujours en y ajoutant un point. Est-ce que la bonne réaction du gouvernement de la RDC, la manière de répondre? Ça veut dire, les Belges disent qu'ils diminuent la durée pour les visas aux autorités et nous, directement, on répond de la même manière. Et pour les Américains, on a suivi ici un feuilleton où quelques Américains, c'était difficile pour qu'ils aient les visas aussi d'entrer en RDC. C'est ça la bonne manière? Bon, deux petites choses. Il y a les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques qui parlent de réciprocité et qui fixent le cadre de cette réciprocité. Et puis, il y a la question de droit international privé en matière d'entrée et de séjour des étrangers sur un territoire. Mais là, nous sommes sur le régime de la Convention de Vienne parce que les décisions unilatérales qui ont été prises par les autorités belges et qui peut-être vont s'étendre avec le communiqué que j'ai lu sur la réunion de l'Union européenne, ce sont des mesures édictées en interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État belge, l'État congolais ou l'État n'importe quel autre État du monde est maître de mobiles qui doivent l'inspirer à octroyer un titre de séjour ou à octroyer un droit d'entrée dans un pays. Alors, si nous avons agi également de la sorte, c'est par principe de réciprocité. Et maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on entre dans une spirale d'escalade? Ça relève des relations internationales. Moi, je suis juriste. Avantagé ou avec beaucoup des avantages de notre côté, du côté de la RDC? Là, vous faites appel à mon expérience de 2003 de chargé de mission du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Généralement, ce qui se passe, il y a toujours la diplomatie qui intervient. J'ai vu sur France 24 une autorité congolaise s'exprimer, je ne veux pas citer le nom, et on sentait qu'il y avait la raison gardée, comme on dit. Il y avait beaucoup de retenue, et le fait d'engager cette discussion et d'engager cette réciprocité a amené tout le monde à repenser correctement sa démarche et ça équilibre les choses. Sinon, quand on reste comme ça, sans réaction, on encaisse le coup. En tout cas, mesdames et messieurs, vous regardez, on va le prendre, Maître John Doukouma, à gros plan pour que vous puissiez voir ces décors. Il est venu ici avec 2 valises de livres. Alors, c'est sur la table, j'aime les décors. Parlons de la constitutionnalité des faits d'actualité et aussi politique en République démocratique du Congo. L'arrêt de la Cour, bien sûr, sur la saisine, la demande de la CENI. Est-ce qu'on peut parler du report de l'élection présidentielle constitutionnelle, selon vous, les derniers arrêts de la Cour? Pour répondre à votre question, je vais citer des plus grands que moi. Ah, voilà. Parole de président, c'est le président François Mitterrand. Il dit l'avantage de cette constitution, il faut que je lui rende hommage, c'est qu'elle est souple, donc elle permet plusieurs usages. C'est ce que souvent les autorités politiques disent. On doit pouvoir respecter la Constitution de son alinéa, de son article 1er jusqu'à son article 220. Alors, je réponds toujours à votre question sur la continuité de l'État. C'est ce que vous posez comme question. Alors, ce problème, ce n'est pas un fait nouveau, parce que déjà, au niveau de la Constitution de Louloabourg, que j'ai ici écrit, c'est M. Yeleza qui a fait cet excellent travail de recueil des textes constitutionnels. Et donc, il dit ceci. Article 182 de la Constitution du 1er août 1964. Les pouvoirs du président de la République, actuellement en fonction, ne viendront à expiration que lors de la prestation du serment du président de la République qui sera élu pour la première fois, conformément, etc. etc. Là, c'est la version de Louloabourg. Oui, la Constitution du 1er août 1964. Donc, et toutes les autres constitutions l'ont répété ainsi. Et il y a eu une intelligence que j'ai souvent rappelée concernant le vide institutionnel, c'est le rapport de la commission PAJ avec des illustres
personnalités qui sont aujourd'hui dans un autre camp, qui ont dû ajouter un deuxième alinéa à l'article 70, alinéa, qui n'avait pas d'alinéa, pour dire que cette continuité de l'État était nécessaire. Je ne vais pas lire pour ne peut-être pas embêter nos téléspectateurs. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle intervient sur saisine de la CENI. Quand on lit l'article 26 de la loi relative à la CENI, il est renseigné que le président de la CENI a le pouvoir d'ester en défense ou en action devant les cours et tribunaux. Alors, l'article 73 de la Constitution demande au président de la CENI de s'acquitter d'un devoir. Alors, ce devoir est de nature et d'ordre constitutionnel, comme il existe d'autres obligations qui sont légales ou qui sont contractuelles. Alors, lorsqu'on ne peut pas, pour des raisons objectives, réaliser cette obligation, on recourt au juge de la Constitution qui, en la matière ici, j'ai suivi le président Luamba Bindu, est intervenu non pas en interprétation de la Constitution, mais est intervenu en matière de contrôle de la constitutionnalité. Donc, quand on prend l'article 70 et on prend l'article 73, qui ont fait l'objet de deux arrêts différents, l'un du 11 mai 2016 et l'autre de ce lundi dernier, on se rend compte que la volonté est celle d'assurer la continuité de l'État dans la tradition constitutionnelle de 1964 et aussi de pouvoir permettre la tenue des élections en tenant compte des difficultés d'ordre technique. Je vous pose cette question. Est-elle constitutionnelle? Parce qu'un petit point est venu à y mettre la virgule en bémol. Les quorums de la Cour constitutionnelle, 5 sur 9. 4 étaient absents. Est-ce constitutionnel que ces 5 juges de la Cour constitutionnelle prennent une décision? Est-elle constitutionnelle, la dernière décision de la Cour constitutionnelle? Bon, je vais ramener votre question au niveau de la hiérarchie des sources. Est-ce que l'attitude de juge de la Cour est-elle légale et non est-elle constitutionnelle? Parce que la Constitution, en fait, je l'ai lu, comme tous les autres peuvent le faire, elle ne fixe pas le quorum. C'est l'article 90 de la loi 013/026 du 15 octobre 2013 portant sur la Cour constitutionnelle, qui dit que la Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de 2 d'entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Maintenant, c'est là que je dis, c'est la loi. Alors, lorsque j'ai suivi, parce que je n'ai pas lu l'arrêt, là on est en train de parler des principes, et il ne faut pas qu'on dénature les principes pour penser qu'ils servent, comment on dit, une ligne politique plutôt qu'une autre. Je suis juriste, j'ai ma signature et elle ne se compromet pas. Ça, c'est vrai. Alors, le juge de la Cour constitutionnelle cite, pour répondre à la difficulté de l'article 90, et cite l'ordonnance de l'administrateur général du Congo du 14 mai 1886, ainsi que l'article 38, alinéa 4 du règlement intérieur. Mais que dit maintenant l'ordonnance de l'administrateur général du Congo en la matière? Parce qu'elle a valeur législative. Bon, quelqu'un a voulu discuter avec moi sur sa valeur supralégislative, au moins on peut admettre sa valeur législative. Article 1er. Quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité. Donc, ça, c'est d'après l'administrateur général. Oui, c'est les Belges. En fait, c'est les Belges qui nous ont laissé ça. Et ça reste une législation postcoloniale. Donc, lorsqu'on se rend compte que l'empêchement temporaire des membres de la Cour peut être un empêchement plutôt volontaire ou involontaire, mais que ça paralyse le fonctionnement de la justice, on risque d'aller vers un déni de justice ou vers une abstention qui peut être préjudiciable, pour ne pas dire autre chose. Court-il aussi des risques d'être poursuivi? Bon, ça c'est lorsqu'il y a des parties au procès qu'ils peuvent faire une prise à partie, mais je ne sais pas s'il y a des infractions à pouvoir qualifier. Et donc,
lorsque cette question se pose de l'absence volontaire ou involontaire des membres de la composition de la Cour doit en interne régler d'abord un problème. Parce que le juge de l'action est aussi le juge de l'exception. Il doit gérer un problème, celui de valider la composition de son siège. C'est comme ça que vous remarquerez que le président Luamba, et je parle ici droit, je ne parle pas ligne politique, vous remarquerez que le président Luamba a fait constater dans une première séance l'absence. Et dans une séance subséquente, et je parle droit, la séance subséquente, elle existe dans les us et coutumes des instances délibérantes. Okay? Il n'a pas violé, la Cour n'a pas violé sa propre loi. J'explique comment la Cour a pu construire, je dis a pu construire pour être prudent, parce que je ne suis pas membre de la Cour ni leur délégué, a pu construire son raisonnement pour pallier à ce déni de justice et à ce blocage de l'administration de la justice, en fait. Il a recouru à l'ordonnance de l'administrateur général des colonies et a recouru à d'autres sources. La coutume est une source principale du droit. On l'enseigne. Le droit n'est pas le droit n'est pas que la loi. La coutume est une source principale du droit. Et les principes généraux également, Gérard Cornu en parle, les principes généraux du droit auxquels ils ont recouru sont aussi équivalentes comme étant des lois non écrites. Et donc, la Cour se projette face à l'intérêt d'administration de la justice et face au blocage volontaire ou involontaire des membres de la Cour et doit dire le droit. Alors, la Cour se réfère à cette ordonnance parce que ce n'est pas prévu qu'il y ait des membres de la Cour qui sèchent l'administration. Et puis, il y a autre chose également. Le raisonnement sera continué par les personnes qui nous suivent. Maintenant, l'article 92 de la loi portant fonctionnement de la Cour constitutionnelle, merci beaucoup, dit que sans préjudice de disposition de l'alinéa 1er du présent article, toute opinion dissidente ou individuelle est intégralement reproduite en fin de l'arrêt. Elle comporte le nom de son auteur. Si, par hypothèse, il y avait eu une clause de conscience de la part des juges, le mécanisme, ce n'est pas l'absence volontaire ou involontaire, mais c'est de s'exprimer dans le cadre d'une opinion dissidente. Ça veut dire, à côté de l'arrêt, de pouvoir présenter une antithèse par rapport à la majorité des juges qui ont pris la décision le lundi de la semaine qui nous concerne. Voilà. Pas facile. Mais une question reste en suspens. J'aimerais que vous puissiez répondre en français facile, en indicatif présent par exemple. La Cour, la dernière décision de la Cour, est-elle constitutionnelle? Bon, oui, je vais en français facile. Le droit est une science. Et la science, elle n'est pas facile. Il faut pénétrer la mécanique du pouvoir pour comprendre. Donc, l'article 168, je fais une lecture alors simple d'enfants d'école primaire. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles, militaires et ainsi qu'aux particuliers. En fait, l'autorité qui peut déclarer un acte juridique, judiciaire, ou réglementaire, constitutionnel ou non constitutionnel, cette autorité s'est exprimée et son expression a cet effet ici que je viens de lire à l'article 168 de la Constitution. Voilà. Avant de terminer avec la dernière série de questions qui sont d'ailleurs bipolaires, cette question c'est à vous. Est-ce que vous ne trouvez pas que la démarche de la Cour lui fait porter des jugements là-dessus, parce que toutes les décisions de la Cour constitutionnelle ne donnent qu'avantage au régime actuel qui doit continuer, même si on ne dit pas glissement, mais ça donne l'avantage au régime actuel. Élection présidentielle, avril 2018. Vous le dites très bien. Là, j'ai avec moi Louis Favoreux, Patrick Gaïa, j'ai avec moi également Wanda Mastor, qui est son élève. Ils disent ceci, que la Cour constitutionnelle, chez eux c'est le Conseil constitutionnel en France, se légitime par le nombre de saisines
et des verdicts que cette Cour rend. Ah, voilà. Vous savez qu'en France, depuis 1958, la Constitution actuelle existe, et c'est en 1959 que la Cour constitutionnelle a été installée. Et comment on dit, le pouvoir de droite a géré le pays pendant près de 28 ans, jusqu'à ce qu'est advenu le président Mitterrand en 1981. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce pouvoir de droite qui, durant plus de 20 ans, nommait, ici on ne nomme pas, mais c'est lui qui nommait le président de la Cour, du Conseil constitutionnel. Et donc, l'opposition s'est mise à pouvoir attaquer les lois de la majorité qu'elle ne pouvait pas renverser au niveau du Parlement parce qu'elle était minorité, pour pouvoir entendre le juge, entendre le Conseil constitutionnel s'exprimer contre les lois de la majorité. Et donc, ce qui s'est passé, à force de saisir le Conseil constitutionnel dans son fonctionnement, le Conseil constitutionnel s'est légitimé en montrant qu'elle n'était pas sur une ligne de la majorité ou de l'opposition, mais qu'elle était sur la ligne du droit. Et donc, comme une phrase le dit, tant qu'il y a de l'avenir devant nous, la vérité ne pourra être que partielle, pour savoir si cette Cour ne rend des jugements que en faveur de la majorité, parce que c'est la majorité qui le saisit, qui saisit cette Cour. Il faudrait qu'on ait également l'expérience que l'opposition puisse saisir la Cour et qu'on sache si effectivement ces principes, qui sont des principes de droit très importants, que Henri Roussillon ajoute également, vont pouvoir être changés dans la pratique politique et de la pratique de la justice constitutionnelle congolaise. Ah, voilà, ça c'est bien dit. Alors, ma question bipolaire, c'est avant même la signature de l'accord au dialogue qui s'est tenu à la Cité de l'Union africaine, il y a eu les conclaves du côté du rassemblement de l'opposition qui a créé un nouveau terme, les régimes spéciaux. Vous allez nous parler de la constitutionnalité ou l'anticonstitutionnalité de ces régimes spéciaux. Et de l'autre côté, nous sommes à la Cité de l'Union africaine où on a signé un accord. Un Premier ministre assorti de l'opposition pro-dialogue constitutionnel, anticonstitutionnel. Là, comme journaliste, vraiment veillez à expliquer, et du côté de la majorité présidentielle avec l'opposition et du côté des rassemblements, qui sont dans la constitutionnalité avec leur prise de décision. Je l'ai dit pour répondre à votre question, c'est que Mitterrand l'a dit, la Constitution est souple et elle permet plusieurs usages. Et la Constitution congolaise, selon le professeur Njoli, est sœur jumelle de la Constitution française. Donc l'article 78 de la Constitution devra pouvoir être appliqué en fonction d'une majorité parlementaire ou en fonction d'une coalition. Et il faudra voir dans les jours à venir comment cela sera négocié. Pour ce qui est du régime spécial, ça veut dire de mise au banc ou de mise en veilleuse ou de mise au rébut de toutes les institutions de la République pour créer un régime spécial sui generis, ça veut dire ex nihilo ou même ex abrupto. Là, on est très loin d'un amarrage ou d'un arrimage constitutionnel pour justifier une telle thèse. Mais par contre, les différentes décisions qui ont été prises, ou résolutions, ou même qui ont été prises à la Cité de l'Union africaine dans le cadre du dialogue, ainsi que l'accord, se rattachent nécessairement à des dispositions de la Constitution. Et il y a des gens plus âgés, des aînés plus grands que moi, comme Maître Follet, qui ont expliqué sur d'autres antennes de télé cette réalité d'arrimage constitutionnel de toute la marche du dialogue. Ça ne viole pas la Constitution. Parlez-nous comment ces premiers ministres et son gouvernement seront installés. Ça va se passer comment? Ils n'ont pas la majorité parlementaire. Ça va se passer comment constitutionnellement? Bon, on regarde souvent l'article 78 de la Constitution, mais il y a également l'article 90 de la Constitution, qui n'est pas entré dans le débat. Je vais révéler quelque chose peut-être aux étudiants. Vous savez que la loi, c'est une seule phrase. Ça commence par le président de la République. Voilà. Ce n'est pas plusieurs phrases. Ça commence par le président de la République. Non, le Sénat
a adopté, l'Assemblée nationale a adopté, le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Et tous les articles ne participent qu'à une seule phrase. Et c'est à la fin qu'on met un point fait à Kinshasa et tout ceci. Donc le droit doit être lu dans sa trame. Elle ne doit pas être lue avec sophisme dans ses apparences épisodiques, parce que ce sont des épiphénomènes. Article 90 de la Constitution. Que dit-il? Avant d'entrer, la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, c'est ça votre question, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Ouais. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Pourquoi est-ce que l'article 78 de la Constitution demande au président de la République de nommer un Premier ministre de la majorité? C'est pour éviter justement que le président de la République subisse un camouflet voilà. au Parlement. Alors, mais s'il y a consensus déjà, le Premier ministre qui viendra là, mais l'essentiel c'est quoi? C'est son investiture par la majorité absolue au Parlement. Au Parlement. Je parle droit. J'ai une autre réponse que je ne donnerai pas, parce que ici je parle droit, sur la construction politique qu'il pourrait y avoir de cette coalition pour amener ceci. Mais ça, c'est de la politique. Je ne fais pas de la science politique, je fais du droit. Ah, là, c'est clair. Donc, ce n'est pas anticonstitutionnel. C'est constitutionnel et que les premiers ministres proviennent de l'opposition. Alors, du côté des rassemblements, un mot quand même. Les régimes spéciaux, que ce soit les régimes spéciaux, que ce soit la transition, on sent qu'il faut une période après le 19 décembre qui va nous amener jusqu'aux élections et à cette passation de pouvoir civilisé entre Joseph Kabila et le futur président. C'est que moi, je connais du droit constitutionnel. On parle de situation exceptionnelle. On ne parle pas de régime spécial. L'exception est couverte par le fait qu'il y a une difficulté technique. Et ce n'est pas simplement aujourd'hui. J'ai une jurisprudence de la Cour suprême de justice du 15 septembre 2006 dans l'arrêt R-Const 38 TSR qui a dit qu'on ne pouvait pas respecter les délais de 15 jours entre les deux tours de présidentielle qui étaient prévus à l'article 71 de la Constitution avant sa révision. Donc, quand on est dans cette situation après le 19 décembre, ce n'est pas une situation para-juridique, parce que le droit constitutionnel règle ces questions à travers des mécanismes qui sont des mécanismes de justice constitutionnelle et des mécanismes de consensus politique. C'est vraiment faute de temps que je suis obligé de vous laisser partir. Mais les amis, quelle lecture des grands faits d'actualité, des grands faits politiques face à la constitution de la République démocratique du Congo? Alors, supposons que ça c'est vraiment une première étape. Maître Kodjon Lukuma, vous serez des nôtres pour un deuxième numéro avec des faits politiques qui se produisent chaque jour dans notre pays. Merci vraiment pour ce décryptage. Vous savez, je l'ai dit la fois dernière, il est assez difficile encore de m'amener sur le plateau. Je ferai pour le besoin de la science l'effort de venir chaque fois que je le pourrai répondre à votre invitation. Merci. En tout cas, nous attendons vos remarques, suggestions et critiques. L'actualité continue sur votre chaîne et sur les www.tele50.com. Très bonne continuation.